Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM. Bonjour la Bible. Bonsoir Margot, bonjour mesdames, messieurs. Vous êtes dans votre émission politique Face à elle sur LFM Radio. Et c'est effectivement ce soir, on interviewe Nicolas Samsung, directeur de la stratégie et de l'innovation du groupe Transdev. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, pour vous interviewer, j'ai à ma droite Annette Polvast. Bonsoir Annette. Bonsoir la Bible. Et mon ami fidèle et inconditionnel de ce plateau, Pierre Cardot. Bonsoir. Bonsoir. Mais notre voisine n'est pas ton amie inconditionnelle aussi, elle l'est de moins en moins depuis que j'ai appris qu'elle va me quitter. Ah oui, mais bon, on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas la majorité, c'est pour ça. Eh bien, puisque vous avez la parole, Pierre, je vous invite à faire le portrait de l'invité. Je vous remercie, jeune homme. Eh bien, donc Nicolas Samsung, sans G, comme tout à l'heure, il n'y a pas de gravité à son nom. Alors, on parlera lui-même peut-être de sa jeunesse, son enfance, où il est né. Il a un parcours assez extraordinaire. Donc, il a... Un peu comme tous les gens que vous aimez bien, d'ailleurs. Ah, mais j'aime ceux qui ont... Ah, mais j'ai remarqué, tous les gens que vous aimez bien ont des parcours extraordinaires. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer toute la diversité qu'on a sur Terre, quelles que soient les couches sociales, il y a toujours des parcours extraordinaires. Alors, voilà, bon. Sur votre lancée. Alors, donc, il a commencé par faire un petit truc qui s'appelle l'école normale sup. Il avait un DEA de mathématiques et économie. Il a fait ça de 90 à 95. Ça, c'est un petit début. Après, ça ne suffisait pas. Il a voyagé un petit peu. Les voyages forment la jeunesse. Il a fait la London School of Economics and Political Science. Vous m'excuserez pour l'accent. 94-95. Et ensuite, l'école nationale des ponts et chaussées. Donc, il est ingénieur en génie civil. Voilà, donc ça lui a pris encore de 95 à 98. Alors, là-dessus, eh bien, il commence par une carrière très proche du politique. On va le retrouver chez Gilles de Robien, au moment où il est... Ex-ministre des Transports. Voilà, ministre de l'Équipement aussi, du Logement. C'est un passionné du logement et des transports, Nicolas Samsung. D'ailleurs, on va le voir ensuite. Donc, il est conseiller technique auprès du ministre. Ensuite, il va prendre un poste très opérationnel à l'EPAMSA, établissement que l'on connaît public bien dans le d'aménagement, Montois et dans la vallée de la Seine. Du Montois d'abord et de la vallée de Seine ensuite, puisque ça se développe avec notamment les activités liées à l'opération d'intérêt national. Il en est directeur général pendant 2004-2009, donc quasiment 5 ans. Et puis, il va prendre l'air encore une fois, il va voyager. Et il va devenir directeur à Asie pour l'AREP au Vietnam. Alors l'AREP, c'est la filiale de la SNCF qui fait les constructions, les gares, tout ça. Enfin, l'architecture des gares. Voilà. C'est aussi un passionné d'architecture. Et puis, il revient et il atterrit où? Dans le transport. Où est-ce qu'on peut atterrir en France quand on revient comme ça de si loin? À la SNCF, la maison mère de l'AREP. Vos amis de la SNCF? Oui, mes potes, oui, bien sûr. Oui. Et il y reste à peine un an, puisque brutalement, il va émigrer chez Transdev, filiale de la Caisse des dépôts, ex-Veolia Transdev, voilà, qui est dans le transport. Donc il va nous parler, je pense, un petit peu de toutes ses aventures, de son parcours, pourquoi tous ces changements, pourquoi cette passion. Et puis, il ne fait pas que ça, il fait aussi un peu de politique. Il avait arrêté, je pense, quand il était en Asie quand même. Mais apparemment, il a des passions et je note même dans certains articles qu'il roule aux côtés de Delahaye, paraît-il, dans Massy, qui roule dans sa circonscription groupée avec d'autres élus à vélo. Voilà. Alors, c'est vélo Transdev maintenant. Est-ce que ce portrait c'est plus Veolia. Reflète la réalité de Nicolas? Ce portrait, d'abord, il est plutôt il est plutôt sympa, ce portrait, donc je prends. Passionné des transports et de l'aménagement, c'est vrai, c'est clairement le métier que j'ai envie de faire depuis longtemps. Je pense que les premiers puzzles qui m'amusaient de faire, c'était des puzzles avec les départements français, donc voilà, on se refait pas, ça m'amusait de jouer sur des cartes, et puis passionné aussi, je suis extrêmement content d'être à Mantes parce que passionné de ce territoire. Moi, j'ai une histoire longue et pas si simple que ça avec Mantes. Mantes, c'est l'endroit, alors je vais commencer par un truc pas drôle, c'est l'endroit où j'ai découvert les violences urbaines. Quand j'étais môme, je faisais du hockey sur glace
Et la première fois où j'ai découvert des gamins qui caillassaient des bagnoles, c'est parce que je venais faire un match de hockey sur glace à Mantes et il y a des gamins qui s'en sont pris aux bagnoles. Et donc moi j'avais, je sais pas, 11-12 ans et je me souviens, comme d'une image assez marquante, de tous les pères qui nous avaient accompagnés qui descendent en courant des gradins pour aller essayer de défendre les bagnoles. Il s'était rien passé de grave ce jour-là, c'était un incident mineur, il y en a eu des bien plus graves à Mantes. Mais il y a eu ça, et puis après il y a eu les PAMSA qui sont les 5 plus belles années de ma vie. Pardon. On va revenir sur ce passage de votre passage à l'EPAMSA et aussi à vos anecdotes dans le Mantois. Juste une question avant qu'on passe au coup de gueule, coup de cœur. Votre état civil? Mon état civil. Marié? Je suis marié et j'ai 4 enfants qui ont entre 11 et 5 ans. Annette, le coup de gueule. Alors le coup de gueule, c'est contre toutes les âmes bien pensantes qui, à propos de différents événements, mais moi je parle à propos de l'équipe de France de football, parle à tort et à travers. Quand il y a un échec, comme on en a vu un contre l'Ukraine, ce sont des effectifs, ce sont des phrases assassines, on met les joueurs plus bas que terre, on les traîne dans la boue, c'est absolument insupportable. 8 jours après, les mêmes, non pas 4 jours après. 4 jours après, oui, vous avez raison. Les mêmes frisent l'hystérie dans le compliment, c'est dithyrambique, ce sont des demi-dieux absolument géniaux, vive la France. Moi, je trouve qu'un peu de mesure dans les propos qui pourraient être un peu plus inspirés et un peu plus mesurés, ce serait pas plus mal et on comprendrait tout aussi bien la situation. Ouais. Vous voudriez réagir, Pierre? Ouais, j'aimerais bien un peu plus d'objectivité de la presse là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas nous prendre pour des nigauds dans ce domaine. Je trouvais quand même qu'effectivement, à l'aller, ils ne couraient pas vite. Les autres, ils couraient comme des lapins. 2-0, bon, je pense qu'il y en a qui ont dû parier sur l'Ukraine qu'on avait jusqu'à présent, contre lesquels on n'avait jamais perdu, donc c'était facile. Et au retour, j'avais parié bien avant qu'on gagnerait probablement dans les 3-0 minimum. Vous êtes sur la tendance de Cristiano Ronaldo qui voulait absolument éviter la France parce qu'elle avait Platini qui était président de l'UEFA? J'en sais rien, j'ai lu il y a 3 semaines une grande enquête du Monde sur toutes les mafias qui tournent autour du sport et moi ça me laisse perplexe, c'est tout. J'en dirai pas plus, c'est pas à moi d'enquêter. Parce que vous avez la parole, votre coup de gueule. Mon coup de gueule, ça concerne une enquête du Monde qui est sortie le 20 novembre sur les enfants en France. La moitié des enfants français, figurez-vous, estiment qu'il y a de la violence dans leur ville. 1 sur 2. Et en milieu scolaire, 30% des 22 500 enfants qui ont été interrogés lors de cette enquête, donc c'est des 6 à 18 ans, c'est l'UNICEF qui a fait l'enquête, donc on peut supposer que c'est objectif, ne connaissaient aucun adulte à qui se confier s'ils avaient un problème, ce qui est quand même un peu gênant. Même pas les parents. 20% avouent fumer, bon ça encore, 40% se sont vus proposer de la drogue, 30% ont consommé de l'alcool de façon importante et ont été ivres. Et 46% disent que des jeunes peuvent leur faire du mal, 26% disent qu'ils ont déjà eu mal par quelqu'un dans l'espace public. Et 1 jeune sur 5 est en situation d'exclusion sociale, 7% en situation extrême d'exclusion sociale. Voilà, je pense que ça, c'est des vrais problèmes. Et il faudra bien qu'on les traite. Et je pense qu'on n'en prend pas assez conscience, car si on ne s'occupe pas des jeunes, disait Don Bosco dans le temps, plus tard, c'est eux qui s'occuperont de nous. Je trouve que ces chiffres sont absolument terrifiants par leur brutalité, de voir que certains de nos enfants sont abandonnés comme ça. La Bible. Et bien moi, vu la victoire de l'équipe de France, j'ai envie d'être gai, donc j'ai que des coups de cœur. Alors mon premier coup de cœur, puisqu'on parle football, je vous vois venir, Pierre. C'est pour un mariage? C'est une fois que c'est parti que je me suis dit, Pierre va me tacler là-dessus. Pour un petit jeune de Chanteloup. Oui. Petit jeune qui est non seulement dans l'une des plus grosses équipes européennes actuellement, puisqu'il joue à l'AS Monaco. Ouais. Il s'appelle Mounir Obadi et c'est le joueur qui a été le plus utilisé par Ranieri. Et c'est un petit de Chanteloup. Donc ça me fait plaisir que mon coup de cœur soit pour une star du football actuel et un petit jeune de Chanteloup. Bravo. Mon deuxième coup de cœur, c'est une Australienne qui se réveille suite à un accident, qui s'est réveillée avec l'accent français. C'est-à-dire que c'est une Australienne qui se réveille suite à un accident avec l'accent français. Mais elle parle anglais avec l'accent français ou elle parle français avec l'accent français? Ah non, elle est australienne et elle s'est réveillée avec un accent français. Et je me disais si seulement ça pouvait arriver aux journalistes de Minutes qui se réveillent avec un accent réunionnais.
Ça me rappelle la blague de la semaine dernière, ça. Mais bon. Nicolas. Oui. Un coup de cœur parce que dans le cadre de Transdev, j'ai été passer une semaine aux États-Unis, qui est un pays que je connaissais pas, j'y avais été juste une fois, et il y a beaucoup d'anti-américanisme en France, c'est très à la mode de dire que les États-Unis c'est pas terrible. Moi j'ai été assez enthousiasmé par ce pays, c'est un pays qui a une pêche d'enfer, où il y a des tas de gens qui ont envie d'essayer de faire des choses. Alors il y a sûrement plein de défauts, il s'agit pas de dire que tout va bien, mais voilà, je voulais juste dire que j'avais trouvé ça passionnant, et accessoirement au moment où notre bon vieux pays a des tendances racistes qui remontent, c'est quand même un pays qui a été capable d'élire 2 fois un président noir. Il faudra voir quand est-ce qu'on arrivera à faire la même chose. C'est pas demain la veille. Ouais. Votre coup de cœur, pardon. Alors Coup de moi cœur, c'est le coup de cœur là cette fois-ci, oui. Alors j'ai C'est un ce que tu as le plus coup de d'ailleurs. cœur, oui. Donc ça concerne l'agression du 11 novembre d'un député-maire de Château-Renard. Une fois de plus, c'est certainement un type de l'UMP que vous avez envie de mettre en avant. Ça suffit. Ah, C'est c'est effectivement un Pierre, gars de l'UMP. Oui, non, mais alors, à chaque fois que vous évoquez positivement un politique, c'est un mec de l'UMP. Ah ben, attendez la suite, vous allez voir. Ou de Donc l'UDI. le député en question, quand il est rentré à l'Assemblée après avoir reçu son coup de couteau et s'être remis, il a quand même été blessé sérieusement. Je trouve assez extraordinaire. Il aurait pu avoir du vague à l'âme, c'est le cas de le dire. Il a mis ses amis en garde, tous ses collègues, contre ce qu'il dit être des excès de langage qui peuvent nourrir, je cite, une haine qui monte. Et figurez-vous, pour Il est pas contredire si ce que UMP vous que ça, dites, mon alors. cher Labib, si, il est UMP, mais Il je est trouve pas que si c'est UMP très que bien ça, en tant qu'homme politique qu'il ait dit cela, parce que c'est vrai que le politique, il ferait mieux de temps en temps de calmer un peu son discours. Jean-Marc Ayrault lui a répondu. Donc ouais, il n'est pas UMP, lui. A priori, non. Enfin, J'ai partagé cette inquiétude, dit-il, sur ce climat de haine au-delà de nos sensibilités politiques. Et bien, je trouve quand même que sur un sujet aussi sérieux, c'est bien que les gens se retrouvent un peu et qu'ils prennent un peu conscience que le discours du politique au haut niveau a une incidence sur le comportement des gens à d'autres niveaux. eh ben, pour une fois, je partage les propos de l'élu UMP. Annette, votre coup de gueule. Non, mon coup de Votre coup de gueule. Non. Coup de cœur. Non, de c'est son cœur, coup de coup de cœur. cœur. La Bible, oh, ça va pas là aujourd'hui. Hein. Alors moi, mon coup de cœur, il est beaucoup plus sexy et érotique que ce que vous avez raconté là. Alors, C'est une jeune femme de 25 ans Clara Morgan qui... Non, après Non, elle s'appelle Ah bon. pas Clara Morgan. C'est une jeune femme de 25 ans qui a été blessée à la jambe, au bras, à la main, Mais dis etc. donc, Après la dangereux. chute d'un lavabo. comment elle a C'est fait déjà la chute d'un lavabo, c'est Elle déjà. l'a pris sur le pied C'est Non, encore, elle a plus, pris son... c'est encore Pardon. plus compliqué que ça, Pierre. Ne me troublez pas, et Pardon. surtout vous allez troubler encore davantage ces messieurs lorsque je vais raconter la chute. C'est vraiment le cas de le dire Oui. de cette histoire. Ça, pour une chute, c'est une chute. Le lavabo est tombé et l'a grièvement blessée parce qu'elle utilisait avec son compagnon ce lavabo comme support pour des ébats amoureux et érotiques. Ah ben, elle a fait un bide Alors de ce coup-là. déjà, ça ne s'arrête pas là. Et elle a touché à cette occasion 170 000 euros de dommages et intérêts. Parce que le constructeur a eu beau faire valoir qu'un lavabo, c'était pas fait forcément pour ça. Le juge a estimé qu'il y avait des négligences et des défauts de conception Bah, dans les je vais vous finitions. dire, c'est un bon Voilà. tuyau. Donc, parce que- messieurs, je vous Effectivement, il y a donne, eu Comment des gagner soucis. de l'argent, Il y a eu des c'est soucis messieurs, dans les si vous finitions, je voulez suis d'accord gagner avec de vous. l'argent, vous appelez vos épouses respectives. Oui, Allez, on va parler avec ça nous notre fera invité. réfléchir, ça. Hein, Bien. LFM d'ailleurs, parce qu'on va mettre C'est un une peu radio LFM. sérieuse Pour ici, une fois, on va madame. mettre avec notre invité LFM à l'honneur, a reçu un prix de l'entreprise Transdev. Oui. Et plus généralement du groupe Caisse des dépôts. Alors d'ailleurs, pourquoi? Parce que voilà. des projets, je pense que vous devez en avoir des centaines. Alors, donc la Caisse des dépôts, c'est donc une grande institution française qui est l'un des 2 actionnaires de Transdev avec Veolia, et qui effectivement a remis un trophée à LFM et à son partenariat avec CSO. Ce trophée, il porte sur le projet de LFM d'implantation d'antennes des radios. J'ai presque envie de dire d'annexe de la radio, parce que quand j'ai lu pour la première fois le dossier en disant antenne des radios, je pensais que dans les collèges vous aviez mis des grandes antennes, comme ça je trouvais ça un peu bizarre. Mais donc d'annexe de la radio à destination des enfants dans des collèges, à Mantes-la-Jolie, au Mureau, à Chanteloup-les-Vignes, et puis en plus dans une zone sensible des Yvelines à Oudan. Donc dans ces 4 collèges, Ça fait un pôle. on a la radio a installé des antennes qui permettent aux collégiens de découvrir la radio, de s'y
s'initier, de découvrir ce que c'est que le métier de journaliste. Et je crois que c'est un projet d'innovation sociale qui est très important et auquel donc Transdev et la Caisse des dépôts ont participé en le soutenant. J'ai employé le mot innovation, et vous avez vu que mon titre c'est directeur de la stratégie de l'innovation, parce que je pense que quand on pense innovation, on pense à des tas de trucs hyper technologiques, etc. Alors c'est une partie de l'innovation. Je crois qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, l'innovation sociale, je ne sais pas quel est le bon mot, mais on essaye de voir comment on peut trouver des nouveaux moyens de travailler ensemble, d'associer les gens, de faire qu'une entreprise, une radio associative, des collèges, tous ces mondes-là qui ont l'habitude de travailler bien séparés, travailler ensemble. Je pense que c'est aussi un moyen d'être vraiment innovant et je vais parler comme un boursicoteur, de créer de la valeur. Ça crée de la valeur humaine, ça crée pas que de la valeur économique, mais je crois que ça vaut le coup. Et puis alors ça a aussi créé de la valeur économique, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce prix ayant été attribué, il y a 10 000 euros qui ont été donnés pour ce prix. Et ces 10 000 euros vont permettre de franchir une nouvelle étape en s'associant là encore avec LFM sur des accès à l'emploi. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en travaillant sur un nouveau volet qui est l'accès à l'emploi, en associant le comité d'entreprise de CSO sur ces questions-là. Donc vous voyez une espèce de cercle vertueux de création de valeur économique et de valeur sociale, où on a de la formation, de l'emploi, une entreprise ancrée dans un territoire, une radio associative qui travaillent ensemble et qui, uniquement parce qu'il y a des gens de bonne volonté comme Fatima Diallo, qui est la personne qui était en charge du projet chez CSO, qui porte ce genre de projet. Voilà, je trouve que c'est passionnant et ça me fait très plaisir d'être ici pour en parler. Et bien en plus, merci pour LFM. Maintenant, dites-nous, c'est quoi Transdev ? Alors, que fait Transdev ? Parce que vous avez plusieurs périmètres entre guillemets. Si on peut savoir pour nos auditeurs ce qu'est Transdev. Alors, Transdev, c'est une entreprise, c'est une assez grande entreprise puisqu'elle fait à peu près 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En France, aux États-Unis. Tape pas sur la table parce que tu vas faire vibrer les micros. En France, Pierre Cardo me déconcentre, mais c'est un de ses talents. En France, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Australie, en Chine, voilà. Et dont c'est une entreprise française. Alors c'est une entreprise 100% française qui a deux actionnaires, un qui est la Caisse des dépôts, donc la grande institution française qui collecte notamment le livret A et qui a beaucoup d'autres activités, qui est aussi très présent dans le logement social, par exemple. Qui construit aussi des studios. Qui construit aussi les studios. Et puis Veolia, qui est l'entreprise de services alors d'eau, d'énergie que tout le monde connaît. Donc c'est une filiale de ces deux entreprises. Et en gros, on gère des réseaux de transport, de bus, de tramway, de taxis aussi, mais ça pas en France. En France, il y a les deux grands opérateurs monopolistiques, la RATP sur l'Île-de-France et la SNCF sur les grandes lignes. Et nous, on a un opérateur qui, pour le compte d'un certain nombre de collectivités, interviennent pour gérer des bus. On gère les bus, donc le réseau CSO qui fait partie de Transdev, gère les bus de ce que j'appellerais pour faire vite la boucle de Chanteloup et un petit peu autour, la communauté d'agglo des deux rives de la Seine-Cher à Pierre Cardo, sous l'autorité du STIF. Voilà, et donc je vous ai dit, on est dans d'autres endroits. Par exemple, on opère beaucoup de trains en Allemagne. Aujourd'hui, en Allemagne, il y a la Deutsche Bahn, qui est la SNCF allemande, et il y a un certain nombre d'autres entreprises qui font circuler des trains. Transdev est l'une d'entre elles. C'est combien de salariés ? En tout, c'est un peu plus de 100 000 salariés. Ah, Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est quand même des emplois qui ne sont pas délocalisables. Enfin, il y a une partie des emplois. Si nos chauffeurs de taxi américains, on n'en voit pas. C'est pas des gens qui habitent en France. Donc c'est pas 100 000 salariés en France. Mais par contre, le siège social est en France. La valeur qu'on récupère de nos activités aux États-Unis revient en France et essaye de contribuer au développement de l'économie française. Bravo. C'est bien. Des questions sur l'entreprise, mes chers amis ? Dans les filiales, qu'est-ce que vous avez comme activité ? Il y a une question subsidiaire.
Il y a une filiale qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment dans l'actualité, qui est la SNCM, qui effectivement est une filiale de Transdev, qui est un sujet difficile sur lequel là j'en sortirai pas beaucoup, mais je sortirai mon joker parce que c'est un sujet assez compliqué. D'accord. Que fait cette filiale? Parce que alors on peut dire en 2 mots. La SNCM, c'est une entreprise de ferry qui est entre la Corse et la France, sur lequel il y a tout un débat judiciaire avec Bruxelles qui met des amendes, avec des risques. Des trucs voilà, un peu compliqués. c'est un sujet très compliqué. Voilà. C'est un bébé dont ils ont hérité. Alors, mais vous n'avez pas que ça en filiale. Alors, en filiale en France, sinon, les filiales, enfin tous les réseaux sont organisés en filiales. Donc aujourd'hui, Transdev est l'opérateur. Alors parfois en SEM, parfois en opérateur direct, mais du réseau de Grenoble, du réseau de Nantes, du réseau de Rouen. On vient de regagner le réseau de Roanne, donc ça c'est en France, mais on vient de regagner en partenariat avec la RATP le métro de Séoul. On exploite le tramway de Hong Kong. On exploite, beaucoup de taxis aux États-Unis, qui est une activité très très florissante, un peu moins contrôlée qu'en France, où elle est très monopolistique et verrouillée en France. Aux États-Unis, un peu plus de liberté et on a beaucoup d'activités là-dessus. Où là, je reviens des Pays-Bas, c'est une filiale privée qui gère les services d'ambulance de toute une région. Et c'est assez efficace et ça coûte sans doute un peu moins cher que nos systèmes gérés par la Sécu aujourd'hui. Des soutiens des structures associatives comme LFM, vous en faites dans d'autres départements ou même sur le département, parce que quel est votre impact sur votre environnement? Pas de réponse. Notre impact sur l'environnement, il est quand même, je sens bien que j'évite un peu la question, mais c'est quand même le truc de base, c'est de bien faire fonctionner les transports. Je veux dire, les transports, c'est tellement la vie quotidienne. On dit souvent, en quoi est-ce qu'on est une entreprise qui est soucieuse du développement durable? Moi, je réponds à chaque fois, le meilleur moyen de faire du développement durable pour Transdev, c'est de bien faire notre boulot. C'est-à-dire que quand les bus circulent bien, qu'ils sont à l'heure, que les gens sont bien dedans, ils sont un peu convaincus de prendre moins leur voiture et d'aller dedans. Et c'est le meilleur moyen d'avoir un impact sur le territoire et d'aider à se développer. Où je me souviens de débats avec Pierre Cardot, alors là les problèmes sont loin d'être résolus, mais pour savoir comment sur des territoires comme la boucle de Chanteloup, on peut avoir des services qui soient plus adaptés aux horaires décalés des gens qui ont des emplois pas faciles à Chanteloup. On n'a pas vraiment la réponse, on n'est pas les organisateurs, c'est le STIF qui décide des services, nous on le gère seulement. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut trouver les solutions les plus adéquates à un territoire? C'est comme ça qu'on nourrit un territoire. Annette. Justement, puisque vous parlez des horaires décalés éventuellement, c'est un des problèmes que l'on connaît ici. Il y a aussi le problème de la sécurité, notamment pour tout ce qui est routier. On va y venir sur la sécurité tout à l'heure, si vous me le permettez, Annette. Je voudrais qu'on reste un peu encore coupe l'herbe sous le pied. Je voudrais juste qu'on reste encore un peu sur l'entreprise. Est-ce que vous travaillez sur le problème du covoiturage aussi? Alors, parce que des fois, pour les horaires décalés, ça peut peut-être être une solution de substitution. Enfin, je dis pense, peut-être. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, on est en train de voir un mouvement très important autour de la question de la mobilité. On parle des transports, on parle mobilité. Alors ça, c'est du vocabulaire de technocrate que de mon espèce. Si on dit les choses simplement, avant on se disait comment est-ce que je fais circuler un train, comment je fais circuler un car. Maintenant, on regarde les gens, on se dit comment monsieur machin ou madame bidule qui habite ici, qui doit aller là, il se débrouille. Et effectivement, il y a des endroits où quand quelqu'un est un peu tout seul, on va pas créer une ligne de tramway pour desservir les villages du Vexin. Non, ça marche pas. Par contre, que ces gens-là, on puisse leur donner des solutions de transport à la demande. Transdev, par exemple, est sans doute la boîte la plus innovante en matière de transport à la demande pour à chaque fois, dans des zones un peu moins denses, trouver des solutions. Aux Pays-Bas, là, je viens de voir quelque chose. Il y a une zone pas très dense. Ils ont mis en place un réseau de volontaires. Et en fait, parce qu'il n'y a pas assez de gens pour qu'on paye un service de transport avec des chauffeurs, ça serait trop cher. Ils ont mis en place un réseau de volontaires. Ils mettent à disposition le taxi, qui est un minivan. On paye le fuel, on paye tout ça. Et par contre, c'est des volontaires qui conduisent et qui, comme ça, les gens se connaissent. Ça crée des relations aussi dans le village et les gens se débrouillent pour faire leur transport entre eux. Il y a des tas de solutions qui sont adaptées à tous les cas particuliers. On ne peut pas avoir une réponse uniforme. Ouais. Ça nécessite probablement des assurances spécifiques. Oui, tout à fait. Alors, typiquement, on paye. Alors voilà, ce que Transdev paye j'aurais dû le dire, c'est effectivement le taxi, l'assurance spécifique, l'entretien. Les gens n'ont simplement, ça économise le chauffeur, mais enfin c'est 50%. Et ça passe par Internet, ça passe comment pour
Alors, en l'occurrence là, c'est vraiment du voisinage, donc c'est des gens qui se connaissent, mais ça pourrait, et je pense que ça passera de plus en plus par des réseaux internet, par le mobile qui est en train de bouleverser la mobilité. Ça simplifie les relations bigrement entre les gens, parce qu'à ce moment-là, ça facilite la solidarité, ça favorise la solidarité. Oui. Mais il faut simplifier les lois, les règles, parce qu'il faut des assurances. Il n'y a pas de subventionnement là-dessus, Alors, c'est intégré dans une vision d'ensemble de la région où il y a une subvention globale, mais il n'y a pas une subvention spécifique sur ça. D'accord. Puisque vous parlez de région à l'instant, il y a un certain nombre de secteurs du département des Yvelines, mais le problème est le même dans d'autres départements de l'Île-de-France, d'un manque de transport. Pour créer une ligne, comment ça se passe ? Alors, concrètement, il y a une autorité globale pour toute la région Île-de-France qui s'appelle le STIF, qui est sous l'autorité du président de la région Île-de-France, qui est ce qu'on appelle l'autorité organisatrice, c'est le terme légal, et qui décide des lignes. Évidemment, le STIF discute avec les acteurs locaux pour trouver les bonnes solutions. Là-dessus, les opérateurs de transport comme Transdev, nous on négocie avec le STIF pour proposer des améliorations, mais on n'est pas décisionnaire des lignes qui se créent ou qui ne se créent pas. Vous vouliez parler d'un prix, Pierre ? Oui, c'est tout nouveau. Là, j'ai vu dans la presse. LFM a eu un prix, mais apparemment, il y a d'autres prix qui ont été distribués. Oui. Apparemment, je crois que vous aviez reçu un prix lors d'une réunion à Londres. Ça vous dit rien Alors, c'est notre filiale commune avec Trenitalia, qui s'appelle Tello. En fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'y a plus tout à fait de monopole de la SNCF en France, puisque quand on est sur des liaisons internationales, il n'y a plus de monopole. Et en particulier, donc on a une filiale commune entre Trenitalia, qui est la SNCF italienne et nous, pour faire du Paris-Venise, alors qui est une société qu'on a lancée, qui, comme toutes les choses, vont commencer avec quelques difficultés, mais qui aujourd'hui est une société qui propose des services de train. Et notre objectif, c'est clair, c'est d'ici 4 ans, la loi impose que le monopole de la SNCF cesse, c'est de voir comment on pourra proposer des services supplémentaires, faire des choses à côté de la SNCF, mieux dans certains cas, pour mettre un peu de créativité supplémentaire dans le ferroviaire français. Donc vous avez été primé pour ça, mais par rapport à l'Orient Express, vous commencez à prendre le début du tracé, là. Vous comptez aller plus loin parce que c'est très touristique. Vous avez vu que la SNCF est en train de reprendre les marques, là. Pour l'instant, faisons bien le Paris-Venise et puis on verra. On n'est pas prêt d'aller en Turquie jusqu'à Istanbul pour l'instant. Pas encore avec nous. Pas encore avec nous. Bon. Tout à l'heure, Pierre, dans sa présentation, a dit, et c'est une réalité, que vous avez été directeur de l'EPAMSA. Quel regard le directeur de l'EPAMSA précédent a sur l'évolution de la vallée de la Seine dans son ensemble ? Puisque vous avez dit tout à l'heure, en plus, que vous étiez vraiment très heureux de venir. Je suis ravi. Bon, c'est vrai que là, je viens de refaire, avant de passer un tour dans le Val-Fouré, et je vois ce quartier qui continue à évoluer. Alors, je ne vais pas dire que tout va bien dans ce quartier, mais qui est quand même un endroit où je repère certains aménagements, la qualité des espaces extérieurs qui ne cesse de s'améliorer. Donc ça fait quand même extraordinairement plaisir. Après, la vallée de Seine, elle a toujours deux grands défis. Que sont les questions de transport, on va sûrement en reparler, les questions d'emploi, jusque-là il n'y a pas de scoop. C'est évident que les questions d'emploi aujourd'hui, elles sont pas faciles. Je fais partie de ceux qui regrettent qu'on n'ait pas réussi à implanter des installations majeures près de l'usine de Flins qui aurait permis de contribuer au dynamisme de la vallée. Vous parlez du circuit de Formule 1 ? Oui, je pense que ça aurait été une bonne idée, même si évidemment ça pouvait poser des problèmes. Mais alors ça c'est un sujet particulier. Globalement, cette question d'emploi, si on la voit de manière positive et sans lancer des fleurs excessives à Pierre Cardot, ce qu'on a commencé à faire, ce qui a pu se faire sur l'éco-construction dans la boucle de Chanteloup, c'est un début, c'est des pistes nouvelles, c'est un territoire qui ne désespère jamais. Par ailleurs, moi j'habite près du plateau de Saclay où il y a une autre OIN, et pour moi il y a une énorme différence entre ces deux OIN. C'est que l'OIN de la vallée de Seine, c'est une OIN qui a été faite avec les 51 maires, parce que les acteurs du territoire
et les habitants, ils ont envie de se développer. C'est des gens qui ont, entre guillemets, qui ont faim. Alors c'est le côté négatif, parce que ça veut dire qu'il y a des problèmes économiques, mais qui ont de l'énergie. Alors que le territoire du plateau de Saclay, c'est des gens un peu plus assis. Des enfants gâtés, déjà. Ouais, enfants gâtés, je l'aurais peut-être pas dit comme ça, mais des enfants un peu plus assis, qui ont peut-être moins envie de se développer. Il y a une énergie dans ce territoire fascinant. Puis si vous voulez, on reparlera des transports en Vallée de Seine. Et bien justement, c'était la question suivante, Oui. les transports en Vallée de Seine. Alors, les transports en Vallée de Seine. Il y a quand même eu une bonne nouvelle récemment. Il y a eu un truc très bien fait par le gouvernement, qui est ce qu'on appelle le rapport Duron. Alors, j'explique en 2 mots. Il se trouve que depuis 20 ans, tous les gouvernements gauche et droite promettaient 50 lignes TGV nouvelles partout en France, qu'on n'avait pas le premier copec pour financer. Et là, le gouvernement a confié à Philippe Duron, qui est un élu de Basse-Normandie, la responsabilité de, en gros, mettre fin à la démagogie. Et de dire, bon, maintenant, on met sur la table les projets qu'on va vraiment faire, peut-être pas tout de suite, carrément, voilà, et on sort... Ceux qui sont déjà engagés, voilà. quoi. Ceux qui sont déjà engagés, ou quelques-uns auxquels on croit vraiment, et dans ceux qui ont été sauvés, ça veut dire qu'ils sont vraiment essentiels, il y a la ligne Paris-Mantes, qui n'est pas un sujet qui est pour Paris-Mantes. Il faut comprendre, c'est très simple, les problèmes de transport dans le Mantois sont très simples. C'est qu'entre Paris et Mantes, vous avez 2 voies, simplement une voie dans chaque sens, et sur ces voies, vous faites circuler à la fois des directs qui viennent du Havre, des omnibus qui desservent toute la vallée de Seine, et tous ces trains qui vont à des vitesses différentes et qui se mélangent, eh bien ils ont beaucoup de mal à cohabiter, parce qu'il y a des trains rapides et des trains lents. Le jour où il y aura effectivement cette ligne nouvelle qui se crée, ça prendra encore quelques temps, c'est sûr, mais le fait que ce projet ait été sauvé, c'est une bonne nouvelle. Le jour où ça sera créé, on aura vraiment une armature de transport en Vallée de Seine qui sera meilleure. Mais vous n'avez pas fait une étude qui permettrait éventuellement de limiter le nombre d'arrêts? Parce que le problème, c'est les omnibus par rapport aux rapides, et qui feraient des rabattements sur des pôles principaux. Alors, par la route, de façon à économiser le nombre de stations. Alors, je sais bien que ça peut râler un peu, mais aux heures creuses, on pourrait effectivement avoir des omnibus, mais aux heures de pointe, il faudrait peut-être faire des ramassages assez forts par la route pour limiter, et donc on réduirait les temps de trajet. Je pense que globalement, on y gagnerait beaucoup, non? Je pense qu'on peut y gagner effectivement beaucoup en travaillant mieux sur ces rabattements, y compris sur des rabattements par train. Alors, vous savez, là, les auditeurs connaissent bien le secteur. À Mantes, il y a 2 lignes qui se croisent, une qui va vers Conflans et Chanteloup, et une qui passe par la rive gauche de la Seine, par les Mureaux et par Poissy. Par exemple, pour un habitant de Limay, ce serait intelligent que le système d'omnibus soit organisé pour qu'il puisse assez rapidement revenir vers Mantes et ensuite prendre un direct de Mantes à Paris. Il y a déjà des gens qui le font, mais si tout ça était mieux organisé, ce serait mieux. Et effectivement, Pierre Cardot a raison, on peut par la route, par des cars, mieux les connecter. Si je prends la boucle de Chanteloup, vous avez 3 moyens en fait d'accéder à le truc rapide, c'est d'aller soit vers la station de Verneuil, soit vers Poissy, soit vers Conflans. Si on a bien cette vision d'ensemble et qu'on crée les rabattements pour que les gens aient des bonnes solutions pour ça, on peut rendre les choses plus efficaces. Malgré tout, Pierre, honnêtement, je crois qu'on coupe pas une infrastructure nouvelle. C'est-à-dire que entre Mantes et Paris aujourd'hui, c'est tellement saturé que tant qu'on n'aura pas ajouté 2 voies de plus, on aura du mal à faire tout. On fait allusion là à la ligne nouvelle Paris-Normandie. Alors, justement, le tronçon premier est Paris-Mantes, c'est ça? Justement, ce que la bonne nouvelle et ce qu'a fait Duron, qui était courageux, j'ai trouvé vraiment, c'est qu'alors qu'il est élu de Basse-Normandie, il a dit, écoutez, entre Mantes et la Normandie, c'est pas vrai, on va pas y mettre des millions pour faire une LGV, donc ça on laisse tomber. Par contre, la partie Paris-Mantes, qui est essentielle pour les habitants de Seine-Aval, mais aussi pour tous les habitants de la Normandie, celle-là on va vraiment la faire, c'est quand même une bonne nouvelle. Ce côté raisonnable et pragmatique de la commission Duron, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de promesses, il n'y a pas beaucoup d'argent, en tout cas il n'est pas au rendez-vous, surtout avec l'histoire de l'écotaxe qui semble réduire un peu les projets qu'on pouvait faire. Vous n'avez pas peur que Noël approchant, et les élections municipales aussi, on ait des promesses qui risquent de faire déraper ce qu'a dit la commission Duron? Écoutez, j'espère que non. Non. Honnêtement là-dessus, je n'ai pas à faire de politique ici, mais honnêtement là-dessus, je trouve que le gouvernement a vraiment été assez smart. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par smart? Parce pas de chaussons sous le sapin de Noël. Là. Donc je pense qu'ils tiendront. C'était suffisamment dur pour eux. Ils ont suffisamment souffert pour aller couper partout. C'est pas pour aller en créer demain. Je pense pas. Bon. Annette. Alors, on parlait des horaires, on parlait des cadencements. Vous savez très bien à quel point c'est difficile, notamment quand on a les omnibus, d'aller sur Paris, vous l'avez, ou de revenir d'ailleurs, avec les trains qui s'arrêtent en pleine campagne, la panique dans le train, les mamans qui peuvent pas récupérer les gosses à la crèche. Bon, enfin, c'est une véritable horreur. Mais il y a un autre problème pour les transports en commun, c'est la sécurité.
Alors, la sécurité. Quid de la sécurité? Comment voyez-vous les choses et quels sont les process que vous pouvez mettre en pratique? Évidemment, c'est un sujet sur lequel on est très sensible. Enfin, moi, là, c'est le moment où j'ai une pensée. Nous, on a un de nos chauffeurs qui, en février dernier, a été grièvement blessé lors d'une agression à Poissy. Donc, je sais pas s'il nous écoute, mais on a une petite pensée pour lui, forcément. C'est évidemment une question majeure. On se raconte pas d'histoire. Une fois encore, j'ai passé pas devant l'ancienne maire de Mantes-la-Ville et l'ancien maire de Chanteloup. Oui, de Chanteloup. Et deux anciens députés, mais là c'est plutôt maire que je parle. C'est sur le local. C'est pas eux que je vais apprendre ça. Il y a un certain nombre de nos quartiers où c'est compliqué pour les transports en commun et où nous on a un job compliqué à faire parce que on est un service public essentiel et on doit être présent au maximum et on essaye au maximum. Et puis il y a un moment où on peut plus parce que c'est la sécurité et de nos passagers et de nos chauffeurs et on dit stop. Donc on a eu à Chanteloup, et Pierre le sait bien, des débats assez compliqués, mais on a réussi avec Catherine Arnoux à trouver des bonnes solutions, enfin des solutions équilibrées, qui est la maire actuelle de Chanteloup, on a réussi à trouver des bonnes solutions pour que même quand ça devient compliqué dans le quartier, et puis voilà, une fois encore, on est entre grandes personnes, on sait qu'il y a des moments où ça devient compliqué. Le service soit pas complètement interrompu, qu'on arrive à desservir aux bornes pour que les Chantelouvais puissent accéder à quelque chose. Bon. Et puis après, et ça c'est aussi la raison d'être en partenariat avec une radio comme LFM, on sait bien, les solutions aux questions de sécurité c'est compliqué. Il y a deux sujets, c'est tout l'accompagnement social, sociétal, c'est d'être avec les gamins dans les collèges, d'être avec les radios pour dire que non, c'est pas drôle de faire les imbéciles dans le bus. Non, ça embête tout le monde, donc il faut vraiment travailler ensemble et le faire comprendre. Donc ça c'est l'aspect plus prévention, et puis aussi c'est des partenariats avec les forces de l'ordre pour que des moments ça va. Après moi ce que je redis, dernière chose, pardon la Bible, je suis trop long, je suis hyper bavard. Non mais vous êtes là pour ça, cher ami. Mais après ce qu'il faut qu'on se redise, c'est que les transports en commun, c'est pas l'endroit où vous êtes le moins en sécurité. C'est-à-dire, au contraire, même si ça peut faire peur, même s'il y a des images, etc., en pratique, quand vous êtes dans les transports en commun, il y a en général du monde, il y a des gens à côté de vous, donc vous êtes beaucoup plus en sécurité dans les transports en commun qu'à rouler trop vite sur l'autoroute avec un certain nombre de cinglés. Moi, j'entends bien le discours selon lequel on est tout à fait en sécurité dans les transports en commun. Sauf qu'il y a du monde, d'accord, ça je l'accorde. Sauf en bout de ligne, il y a beaucoup moins de monde. Et quand il reste encore du monde, les gens ont tellement peur que quels que soient les événements qui se passent, je vois rien, je bouge pas, je dis rien, et voilà. Donc il faut pas compter. C'est de moins en moins vrai. Il faut pas trop compter quand même sur. Vous savez, Annette, c'est de moins en moins vrai parce que la conséquence d'une agression, elle est extrêmement importante pour la vie de toute la cité derrière. Et on est dans une émission qui s'appelle Face à elle, c'est le chauffeur dont je parlais. C'est une jeune femme qui après est intervenue et lui a fait un point de compression qui fait qu'il est toujours en vie. Bon. Donc non, des gens réagissent. Je crois pas. Alors, attendez, il peut se passer quelque chose partout. Oui. On est en sécurité complète. Nulle part, le zéro risque, ça n'existe pas. Globalement, les transports en commun ne sont pas un endroit où vous êtes en danger. Alors, moi, je vous avais posé une question en tant qu'employeur. En tant qu'employeur, la conséquence d'un arrêt des bus ou des trains ou tout mode de transport est extrêmement implique des conséquences extrêmement importantes. Vous êtes au milieu avec les pouvoirs publics qui vous mettent une certaine pression. Vous avez de l'autre côté des syndicats qui imposent le droit de retrait. Et au milieu, c'est l'image de l'entreprise qui en pâtit. Comment vous gérez ce genre de conflit ? C'est pas qu'une question de syndicat et de droit de retrait, je dis là-dessus. Ça arrive qu'une direction soit face à ces syndicats et qu'il y ait du face-à-face et qu'on soit pas toujours d'accord. Sur ces choses-là, on est quand même largement solidaire de nos chauffeurs. On n'est pas dans le face-à-face. C'est vrai que en responsabilité, Pierre Bonicel, qui est le responsable du patron, est à côté. Là, il peut pas parler, mais il est à côté. Mais voilà, quand on a nos chauffeurs qui sont en danger, aucun employeur n'estime qu'il va les envoyer. Donc après, on essaye de trouver des solutions. Et puis, les chauffeurs et les passagers, une fois encore. Enfin, s'il y a un moment, on a le sentiment que là, la température du quartier ayant trop monté, c'est trop dangereux d'y aller, on dit stop. On dit stop.
Ça fait plaisir à personne. On sait bien que, d'une certaine manière, ça aggrave encore les choses. On le sait bien parce que on connaît la spirale désagréable à ces moments-là. C'est que il y a de la violence qui monte, donc les services publics, on en fait partie, s'éloignent, donc ça renforce l'isolement. On sait bien que c'est pas une bonne solution. Sauf que voilà, il y a un moment. Alors ça, c'est la responsabilité et des forces de l'ordre et des élus et des gens comme Pierre de trouver Pierre Bonicel, pardon, de trouver le bon équilibre et d'essayer de faire les bonnes Je solutions. suis d'accord, à Champeau, on l'a trouvé après discussion, lors des derniers incidents. Ça va plus être face à elle, ça va être plutôt face à Chanteloup. Je vous en prie, Pierre. Non, j'essaye d'être discret dans cette discussion. Voilà, je laisse ma collègue parler puisqu'on m'accuse presque de machisme quand je parle de trop. Donc voilà, je m'écrasais jusqu'à Moi, maintenant. je vous accuse de complaisance vis-à-vis des gens de droite. C'est pas la même chose. Alors, en l'occurrence, on a quelqu'un qui n'est pas de droite et pas de gauche. Donc voilà. Ce qui est vrai. Eh ben oui, c'est vrai. Bon, non, juste un truc. Sur le droit de retrait, quand même, est-ce que par hasard, de temps en temps, il n'y a pas un abus par rapport à l'interprétation du droit là-dessus? Parce que je comprends très bien que sur un quartier... C'est pas lui qui va vous dire le contraire. Oui, mais ça se discute quand même un minimum avec les partenaires sociaux. Je pense qu'il faut quand même, à un moment donné, et il n'y a pas qu'à Transdev, je pense que c'est partout. Moi, je revenais... CNCF, pareil. Hein. Avant-hier, 3 heures de retard suite à des incidents sur les voies de chemin de fer. J'arrive à Paris, je veux prendre le bus. Là, c'est la RATP, hein, c'est pas vous. Il y avait affiché dans 10 minutes, il y a le bus que je cherche. Puis brutalement, tout disparaît. Et tous les gens qui attendaient dans le froid voient apparaître 59 minutes partout, sur tous les bus. Et on ne sait pas pourquoi. Et on nous dit rien. Bon, finalement, en raison d'incidents qui avaient eu lieu suite au match de foot, on a arrêté tous les bus. Non, mais... Alors, l'information quoi, derrière, parce que il n'y a pas des incidents partout dans Paris. Voilà, on se retrouve tous à pied. C'est exactement l'image de ce qui se passe souvent sur le terrain. C'est que quand il y a un arrêt, l'usager est très peu informé dans un premier temps. Il y a deux choses différentes. Il y a la question du droit de retrait et la question de l'information. Le droit de retrait, c'est autre chose. Voilà. Et l'information, c'est encore autre chose. Ouais. Mais sur le droit de retrait, je pense quand même que on n'arrête pas toute une ligne au motif qu'à un endroit de la ligne, il y a un problème. Alors, donc, je suis d'accord là-dessus. Je comprends la solidarité, mais enfin, je pense qu'il y a... solidaire des usagers, moi aussi, de temps en temps. C'est clair, et je pense aussi qu'il y a des moments où il y a sans doute des excès là-dessus. Le droit de voilà, on a une culture du droit de retrait, et de la contestation et une culture du dialogue social, de confrontation en France, bien au-delà de la question des transports, qui est sans doute excessive. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait résoudre en se parlant plutôt qu'en se rentrant dans le chou. Ça, je suis d'accord. Et c'est vrai, je vais sortir et de Transdev et de la Vallée de Seine, que quand il y a eu des droits de retrait sur le RERB que moi j'utilise pour des questions parce qu'on avait découvert de l'amiante qui pouvait poser un problème à quelqu'un si on reste 20 ans exposé, mais qui n'était clairement pas un problème d'urgence immédiat et qu'il y a du droit de retrait là-dessus, on trouve qu'il y a des gens qui abusent. Donc oui, il y a des cas où il y a des abus. Voilà. Alors après, le bon équilibre, il se trouve ni en disant c'est la faute des syndicats, ni c'est la faute des jeux. Voilà, il se trouve en essayant ensemble de trouver des solutions équilibrées. Après, sur l'information, alors oui, et puis pareil, comme usager, il n'y a rien qui m'agace plus que de voir le truc en disant ça marche pas, etc. Donc on est tous pareils. Je pense qu'il y a d'énormes progrès qui sont en train de se faire grâce à l'utilisation des smartphones, qui sont en train de changer la mobilité, parce qu'on a de plus en plus d'informations là-dessus. Donc je pense que là, il y a un progrès d'accès à l'information. Malgré tout, il faut savoir que c'est quand même très compliqué, même pour l'entreprise qui organise les transports, de savoir exactement. Il y a un moment, au centre d'exploitation de CSO, par exemple, on apprend qu'il y a un bus qui a un problème. Faut appeler le mec, faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tout ça, ça prend du temps. Donc, avant de donner une information fiable aux gens, faut mesurer que c'est pas si facile. On essaye, on doit progresser, c'est sûr. À une époque, on avait généré des médiateurs dans les bus quand on a eu des incidents au début des grandes émeutes de 90. Je pense que vous avez suivi. Qu'est-ce que c'est devenu cette expérimentation Enfin, c'était Veolia à l'époque. CSO, Veolia. Maintenant, c'est Transdev. Je crois que le système qui était externe a été intégré. Est-ce que là-dessus, il n'y aurait pas à revisiter un peu le système pour se demander si c'est vraiment comme ça que c'est efficace et si on ne peut pas l'améliorer un petit peu compte tenu de l'évolution du contexte en 20 ans, quoi. Alors, sur ces questions de médiateurs, il y a effectivement, c'est de plus en plus pris en charge par la société qui s'implique dessus. Honnêtement, j'ai pas les détails en tête, donc je vais pas dire. Ce qui est clair, c'est que
ce que je veux dire d'abord, c'est que je suis pas pessimiste sur ces quartiers-là. C'est-à-dire que je pense que ce soit Chanteloup, le Val-Fouré, qui sont les deux que je connais le plus. C'est plus calme qu'il y a 10 ans. Voilà, Ouais. je suis pas pessimiste. Voilà, faut pas oublier que c'est des quartiers qui vont beaucoup mieux. Donc la politique de la ville, ça marche. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que les expériences menées dans ces quartiers, ça devrait servir un peu partout ça, maintenant. Ça, c'est sûr. C'est On pas. a toujours été aux avant-gardes des problèmes, mais aussi des expériences. Après, c'est clair, c'est une généralité, mais que ces questions-là, elles se traitent à la fois en montrant un peu les muscles avec des forces de l'ordre, parce qu'à un moment c'est nécessaire, De temps en temps, et avec de la médiation, et avec du travail de prévention Éducatif, en avant comme- éducatif. Oui. Je crois que c'est forcément dans les trois en même temps qu'on arrivera à faire. Mais il faut être optimiste, hein. Vraiment, il faut être optimiste, ça va de mieux en mieux. Non, mais Nous le sommes. je pense Vous le que ce que sentez vous sur le faites terrain, par rapport à Pierre LFM, non, ce que je trouve intéressant, c'est qu'un transporteur réalise que les problèmes de transport, c'est pas au sein des transports uniquement que ça se règle. Ça se règle avec la cité, ça se règle avec les partenaires qui vivent dans la cité. On a un problème éducatif qu'il faut qu'on traite, un problème préventif. Enfin, effectivement, c'est pas seulement les forces de l'ordre qui sont capables de régler le problème. Mais je crois qu'il y a quand même encore aujourd'hui des réflexions dans le cadre des politiques de la ville à mener dans ce domaine. Vous êtes des partenaires importants, je pense, au niveau de la politique de la ville, et je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect. J'espère que beaucoup de nos ex-collègues élus en ont pris conscience. Voilà. Et Pierre Bonicel m'a passé une anti-sèche, heureusement qu'il est là. Donc aujourd'hui, chez CSO, on a 26 agents de médiation que je salue, s'ils nous entendent, qui, sur les lignes un petit peu plus difficiles, interviennent et essayent de résoudre les problèmes en amont. Une dernière question, Annette, peut-être? Non, Pierre j'ai bien pris Ah conscience. ben non, ça va, on a passé Non. le temps. C'était rapide d'ailleurs. Oui. On posera sans doute beaucoup d'autres questions, mais je pense qu'il reviendra un jour, Nicolas Samsoun. Oui, il Eh ben, reviendra ça- dans le mentoir. Eh ben, en tout cas, il Voilà. sera le bienvenu sur LFM. Merci, Nicolas, de vous être déplacé jusqu'à nos studios. Et je sais que vous venez de l'autre côté de Paris. Merci à Margot. Merci à J'aurais mes bien deux. posé une autre question, mais ça va relancer le débat. Allez-y, je vais vous faire plaisir. Posez votre Non, dernière il a question. été là à la création de l'OIN et j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'il pensait du devenir de l'OIN en Vallée de Seine demain. Voilà. Je vous autorise à y répondre. Il peut répondre. La force d'un truc comme l'OIN, c'est que c'est inscrit dans le long terme. Et que même dans les moments où c'est la crise, où il faut faire le dos rond, ça permet qu'un territoire continue à être inscrit dans une perspective de développement. Je vais vous prendre une comparaison qui va vous surprendre. Il y a une ville nouvelle qui s'appelle Sénart, qui a mis 20 ou 25 ans à développer, qui a traversé des crises, qui a eu plein de problèmes, etc. Et ben aujourd'hui, c'est un projet qui a fini par vraiment démarrer. Ça. Alors j'espère que ça mettra moins longtemps en Vallée de Seine, j'en suis convaincu, mais je pense que cet outil-là, le fait qu'il y ait 51 maires, 51 conseils municipaux qui est délibéré pour dire on est ensemble parce qu'on veut du développement dans ce territoire, c'est un actif extraordinaire. Et même si, évidemment, ça n'empêche pas qu'une crise économique, ça n'empêche pas que le secteur de l'automobile souffre, voilà, ça n'empêche pas tout ça. Je suis sûr que c'est une force et je reste très optimiste. Ça dépend un peu des On hommes. va alors. rester sur ce Ça dépend des dernier mot d'optimisme. Je finissais tout à l'heure pour vous remercier de vous être déplacé jusqu'à dans nos locaux. Et on compte sur votre soutien permanent. Ça y est, il rêve déjà. Margot, je vous vois rends ses yeux l'antenne. qui s'illuminent. Je vous rends l'antenne et je vous souhaite une agréable émission. Et à la semaine prochaine où on recevra l'ambassadeur du Maroc, l'ancien bien. ministre de l'Intérieur marocain, qui sera dans nos locaux à la place de Nicolas. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Merci la Bible. Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM.